C'est à Arcang, dans le Pays Basque, que nous avons rencontré Angèle, une agricultrice depuis plus de 40 ans. Elle est propriétaire d'une petite exploitation familiale de 20 hectares. Ne nécessitant pas d'employés, elle ne faisait partie d'aucune coopérative d'agriculteurs. Cette paysanne n'utilisait pas de pesticides, seulement des désherbants, mais elle a toujours cherché à limiter le plus possible leur utilisation. Quel est le type d'exploitation que vous faites ou que vous faisiez avant? Ce que on a fait c'était des vaches, des blondes d'Aquitaine. Donc des bovins. Des bovins, tout ça, des vaches à viande. Mhm. Et après un peu de maïs, un peu 4 hectares de maïs, moitié pour la nourriture des vaches et le reste pour la nourriture de la volaille que je faisais pour la consommation personnelle, quoi. Ok. Et les cochons, comment les nourrissez-vous? Est-ce que vous utilisez des médicaments? Non, à moins qu'ils soient vraiment malades ou que j'ai le vétérinaire, mais sinon les cochons, je fais pour la consommation familiale aussi. Et je fais à l'ancienne avec de la raise, du son, du pain trempé, enfin... Oui, les déchets alimentaires aussi. Je nourris toujours comme autrefois, quoi. D'accord. Et les canards? Et les canards et les poussins, tout ça, avec le maïs. Maïs ou du concassé. Je concasse quand les canards sont petits, tout ça, je concasse pour les poussins et du maïs pour les poules et tout ça. Et les vaches, avant, quand vous en aviez... Et les vaches qu'on en avait, bon, maintenant on n'en a plus, parce que vu l'âge, les vaches, on faisait 2 hectares d'ensilage maïs pour l'hiver, tout ça, et du foin. Le foin, l'ensilage à maïs. Le foin, l'ensilage. L'ensilage, qu'est-ce que c'est? L'ensilage, c'est l'ensilage à maïs qu'on mettait, c'est du maïs broyé et qui est stocké après en automne, qui est stocké pour l'hiver. Ah ok, c'est des stocks. Très bien. Et comment vous procurez la nourriture? Comment vous procurez la nourriture avant et maintenant, si ça a changé? Mais la nourriture, oui, de maïs et tout ça, bon, on le produisait à la maison. Le maïs, en principe, on faisait pour nourrir les vaches et pour nourrir la volaille. À peu près, on avait assez pour le nombre qu'on faisait. Oui. Et après, après on achète un peu de son comme ça pour... Et maintenant? Et maintenant, maintenant c'est pareil, hein. Maintenant j'ai plus de vaches, mais la volaille c'est fait avec du maïs qu'un copain me donne. Et c'est pareil, on concasse, puis un peu de maïs, mais bon, maintenant c'est très réduit. Oui, parce qu'il n'y a plus de vaches, forcément. Et puis, voilà, il n'y a plus de vaches. Et comment ça se passe lors de la cochonaille, donc c'est-à-dire quand on tue le cochon et qu'on fait quand on veut le cochon, il y a un copain qui me tue le cochon. Et puis après, on le fait en famille, au garage, tout le monde s'y met et on fait les boudins, les saucisses, et voilà, les pâtés. Et y a-t-il des déchets? Est-ce que vous jetez de la nourriture? Et non, alors dans le cochon, on jette que les os, quoi. Tout s'utilise. Et pas de produits chimiques, désinfectants ou des trucs comme ça? Ah non, non, non. Je mets pas de produits conservateurs ni rien. Je mets pas, c'est tout nature. Tout nature. C'est stérilisé, enfin, dans des bocaux stérilisés. Parce que à l'époque, il y avait pas des machines pour stériliser. Non, mais à l'époque, ben, le cochon se sale. C'est le sel qui le conserve. Et après, c'était mis dans les graisses, dans des pots de graisse et rempli avec la graisse. Le cochon, ça se conservait comme ça. Parce que les jambons et tout ça, on les sale. Et après, on les met à sécher. Et après, quand ils sont secs, c'est là qu'on les mange.
Et pourquoi vous n'utilisez pas des produits chimiques? Ça pourrait agrandir pour faire grossir le cochon par exemple ou... Ah non, 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 j'ai jamais aimé produire, mettre des, je sais pas moi, des produits ou comme ça pour augmenter la production. Oui, J'ai voulu faire toujours la production enfin, locale ou familiale, quoi. Avec le temps et et si quelqu'un avant vous aurait proposé une forme de contrat en disant vous produisez plus pour que un peu comme système industriel du coup non, un contrat voilà, j'ai jamais voulu industrialiser, quoi, ah oui. pour produire plus. Non, non, c'était pas ça, non, c'était faire un peu d'élevage, puisqu'il y avait les terres, il y avait la place, mais j'ai voulu faire ça sans produit, sans donner de trucs avec des produits de la maison et avec ce que je produisais à la maison. Angel était donc une agricultrice qui fonctionnait à l'ancienne, mais qui, au fil du temps, a dû se moderniser. La première question, c'est est-ce que vous avez une démarche biologique? Si vous avez une monoculture ou permaculture, etc. Bon alors, déjà bon, il y a la monoculture, ça veut dire qu'on ne fait qu'une seule culture. Alors, moi je suis un agriculteur biologique et par définition l'agriculture biologique, il faut pratiquer des rotations de culture, donc on ne peut pas être en monoculture. Voilà. Et après par contre on n'est pas en permaculture. La permaculture c'est encore autre chose. D'accord. Du coup, c'est sur quelle démarche que vous fondez exactement? Eh bien, moi je fais du maraîchage biologique de diversification. D'accord. Voilà, et on fait un peu de tout, on fait que des légumes de saison. Et on fait aussi des plantes sauvages, on fait des aromatiques, on essaie de s'ouvrir à beaucoup de choses. D'accord. Avez-vous toujours effectué une agriculture biologique? Non, ça fait... Alors j'ai toujours été proche de l'agriculture biologique, mais je n'ai fait ma conversion qu'il y a seulement une dizaine d'années. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison Parce qu'en fait j'ai changé mon fusil d'épaule. Avant j'étais plutôt spécialisé, en culture spécialisée. J'avais une dizaine de légumes et puis après j'ai eu une très mauvaise année en 2007 à cause de la météo. Ah ouais. Donc voilà, j'ai dû changer les choses et j'ai intégré une AMAP. J'ai commencé à vendre des légumes, donc des paniers de légumes. Et là j'ai été obligé d'avoir une diversité beaucoup plus importante. Voilà. Et à partir de là, j'ai changé toute ma clientèle. Et là, pour moi, c'était intéressant d'avoir le certificat bio pour rentrer dans certains petits magasins. C'est là que j'ai demandé ma conversion. Et les résultats sont satisfaisants ou Alors, ça dépend des années. Nous, ce qui nous fait le résultat économique de l'exploitation, c'est très lié à la météo. D'accord. Voilà, par exemple, donc 2018, la météo a été catastrophique. On a eu 8 mois de pluie de novembre 2017 à juin 2018. Donc ça a eu des conséquences sur la production très importantes. Et du coup, les résultats économiques ont été mauvais. D'accord. Vous travaillez seul ou vous recevez une aide de quelqu'un? Alors j'ai une associée, deux associés. Après, on a une personne qui travaille 3 jours par semaine avec nous. Et puis après, on a des bouffeurs, on reçoit aussi des stagiaires. Et puis après, l'été, on prend des saisons. D'accord. Du coup, vous n'avez pas spécialement de salariés, enfin d'employés ou des choses comme ça? Donc un qui est un salarié en CDI, mais 3 jours par semaine. D'accord. Et il y a du bénévolat ou pas dans ce travail? Eh bien, dans le woofing c'est considéré un peu comme du bénévolat. C'est des gens qui viennent, qui sont nourris, logés, qui sont chez nous et qui en échange nous donnent un coup de main. D'accord. Comment définirez-vous une agriculture biologique dans votre travail? Eh bien, une agriculture biologique, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement et respectueuse aussi des consommateurs, des produits que l'on vend. Voilà, le fait qu'il n'y ait aucun produit chimique, nous c'est très rassurant de pouvoir les vendre à des personnes qui vont les donner à leurs enfants. Voilà, on a une grande tranquillité, ça c'est très important. Et donc après, en amont, c'est le fait que l'on respecte notre environnement à nous, le sol sur lequel on le produit. On sait que c'est une terre qui n'est pas salie, c'est une terre que l'on pourra transmettre
à des générations futures pour pouvoir continuer la même chose. Et formez-vous des jeunes personnes pour essayer de suivre votre démarche. Oui, Vous faites-vous des interventions? oui, on a formé beaucoup d'apprentis. Actuellement, on n'en a pas, mais après, on reçoit des stagiaires aussi. Et voilà, oui. Pour nous, c'est très important de transmettre notre savoir. Et vous faites des interventions pour essayer de sensibiliser un peu à cette culture biologique? Non, pas vraiment, mais parce qu'on ne me le demande pas. Ah ouais, il est là. Maison de Mazzi. Quittons Bayonne pour nous rendre dans le petit village de Guiche, pour rencontrer des personnes qui inventent un autre monde en respectant la nature et les humains. La création d'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, représente une des alternatives les plus fréquentes au circuit industriel. C'est pour cela que nous sommes allés poser nos questions à Bertrand Lapume, coordinateur de l'AMAP de Guiche créé en 2014, qui nous explique son système. On se groupe et on fonctionne par un système de contrat, c'est-à-dire que des producteurs viennent, nous proposent leurs produits et dans la map des gens se proposent pour traiter ces contrats. Donc, nous on a décidé, ça dépend vraiment, chaque AMAP fait un petit peu comme il veut. Nous on a décidé de faire ces contrats par 6 mois. Le système c'est que les consommateurs, les AMAPiens, s'engagent à acheter, suivant le calendrier qui est proposé dans le contrat, les produits du producteur pendant 6 mois. Et ça permet une visibilité, un producteur qui sait, dès le début du contrat, qu'est-ce qu'il va devoir produire. Après avoir obtenu ces réponses, nous nous sommes alors centrés sur un des producteurs les plus fréquents de la MAP, et nous nous sommes rendus dans le Pays Basque, plus précisément à Amorod-Soukos, où nous avons fait la connaissance de M. Garat et de sa compagne, acteurs de cette agriculture durable. Donc moi je m'appelle Ettore Garat, je suis actuellement paysan boulanger, c'est-à-dire que je cultive du blé, je fais la farine et je fais le pain. Donc, que je vends après en AMAP ou en marché, en vente directe. Donc voilà, je suis installé depuis 3 ans sur les terres à Etchari, que j'ai en location. Je suis originaire de Briscous et donc c'est un projet que j'ai avec ma compagne Claire. Et actuellement, donc, nous sommes en train de construire un amicoussé à Amorod. Alors nous avons choisi le système AMAP parce que pour nous, c'est une association qui nous tient à cœur tout simplement. Bon, AMAP ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Nous on s'inscrit complètement là-dedans puisque nous sommes producteurs de blé, en l'occurrence donc notre père. Donc c'est une association qui a le souci, comme c'est dit dans l'intitulé, de soutenir les paysans, qui plus est locaux et qui ont une démarche qui tend vers le biologique. Nous sommes en bio, enfin actuellement en conversion, mais donc dans un système inscrit dans un système biologique. Donc nous ça répond tout à fait à nos valeurs. Donc nous y côtoyons des gens qui ont ces mêmes valeurs-là. Donc voilà, en fait le système AMAP pour nous est très intéressant parce que ça y a un groupe, une dynamique éthiquement, philosophiquement très intéressante. Alors la différence qu'il y a entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, il y a plein de choses à dire. La première des choses, c'est que lorsqu'on est en agriculture biologique, déjà on détruit moins la nature. Donc ça déjà, éthiquement, pour nous du moins c'est important, c'est quelque chose auquel on est attaché. De plus, on est moins dépendant des grosses industries et du marché et tout ça, puisqu'on a moins d'intrants. Les intrants, c'est tout ce que l'on achète, donc les engrais, les produits phytosanitaires et tout ça. Tant qu'ils sont bas, les agriculteurs ils sont contents, mais dès que ça monte, ils sont quand même obligés de travailler avec, puisqu'ils ont toujours fait comme ça, on va dire. Donc
En gros, on est un peu les mains liées par rapport à tout ça. Alors que quand on travaille avec moins d'intrants, du coup on est beaucoup plus libre. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que ça fait partie de l'autonomie de la ferme elle-même. De plus, ça permet d'avoir des produits de meilleure qualité sanitaire. Gustative, c'est encore autre chose, mais au moins sanitaire. Donc ça nous permet, nous, de proposer des produits aux clients, ou dans l'occurrence aux pharmaciens, meilleurs. Et donc, encore une fois, éthiquement, ça c'est important, quoi. De se dire que voilà, on a évité de trop empoisonner les gens. Alors merci à ces personnes qui sont nos héros du quotidien, nos sauveurs de demain et les pionniers d'après-demain. Présentez votre concept, votre organisme. Oui. Alors, donc je suis Maïté, je suis originaire d'Arkang et du coup, on a monté cette association avec une autre amie qui s'appelle Maïtena, qui est d'Arkang aussi. On s'est connus à la crèche avec nos enfants et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de point de vente de produits locaux, en tout cas sur Arkang, qui est une petite commune, vous l'avez vu. Et il y a voilà, un petit supermarché à côté. Donc on était en manque de produits locaux, donc on s'est dit pourquoi pas créer une association. Et donc le concept, c'est simplement de regrouper des consommateurs qui cherchent des produits justement de qualité en direct du producteur à des prix justes, avec justement des producteurs locaux. Vous avez dit que vous sélectionnez les producteurs? Oui. Et selon quels critères? Alors on s'est créé notre propre cahier des charges en fait, parce qu'on a déjà créé la formule, on va peut-être en parler après, par rapport à ce qui nous correspondait à nos besoins, et on s'est créé donc du coup notre propre cahier des charges pour la sélection des producteurs. Donc notre premier critère c'est la situation géographique. Donc là la plupart viennent d'un rayon de, je dirais, 30 km. Le deuxième critère c'est le mode de production. Donc là, on n'impose pas la labellisation AB, mais on souhaite que les producteurs aient une démarche de type biologique. Donc certains sont certifiés AB, d'autres sont en conversion et d'autres ne le sont pas pour différentes raisons, que ce soit financier, administratif, etc. Mais en tout cas, ce sont tous vraiment des passionnés qui cherchent à faire des produits vraiment de qualité dans le respect de l'environnement, des bêtes. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment un critère très important. Au niveau du fonctionnement, l'organisation, donc en fait, les producteurs nous donnent les produits disponibles pour la semaine d'après. Donc soit le maraîcher qui dit, là, il n'y a plus de pommes de terre, mais par contre, c'est les courgettes qui arrivent, etc. Ou tout ce qui est abattage, ils ont des dates précises pour les colis de viande. Donc nous on met à jour le listing des produits qui est accessible en ligne. Les adhérents du coup ont 3 jours pour passer commande. Donc nous c'est le week-end du vendredi au lundi. Le lundi on extrait toutes les commandes et on l'envoie au producteur, le listing global. Donc comme ça ils ont quelques jours pour préparer. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la gamme des produits que vous avez ici? Alors du coup, on a une gamme assez large de produits, donc bien sûr tout ce qui est panier de légumes, les fruits. Alors on a les kiwis qui viennent de pas loin, et par contre là on complète avec des agrumes qui viennent d'Espagne certes, mais sélectionnés là aussi avec une approche biologique. Donc c'est une petite coopérative familiale qui vient de Valence. Et ensuite on a toute une gamme de produits laitiers, que ce soit chèvres, brebis et vaches, poulet œufs chaque semaine, et les pains, une grande gamme de pains. Donc ça c'est vraiment chaque semaine. Et ensuite, en fonction des disponibilités des producteurs, on va proposer une deuxième viande. Donc ça peut être des colis de bœuf, des colis de veau, des colis de poisson, du lapin,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du porc, etc. Donc voilà, une fois de temps en temps, c'est souvent des colis de 5 kg, sauf voilà, le lapin qui est à la pièce. Mais du coup, chacun congèle, c'est emballé sous vide par 2 pièces. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des commandes spéciales. C'est-à-dire que ça va être des produits complémentaires à cette gamme-là. Alors, orientation alimentaire quand même. Mais par exemple, tout ce qui est huile d'olive, des pâtes qui viennent de la Lannemezan bio aussi, du riz qui vient des Bardenas, petite production bio également. Voilà, on couvre la gamme un peu complète. Et là, par contre, c'est une commande une fois tous les 3-4 mois. Donc, à chacun de faire un peu plus de stock. Et l'idée, c'est vraiment permettre aux consommateurs de pouvoir tout acheter ces produits alimentaires, idéalement pour ne plus avoir à aller au supermarché. Combien de producteurs vous avez dans l'association? Alors on a une vingtaine de producteurs, donc voilà, qui couvrent un peu toute cette gamme-là. Et on va dire de manière vraiment régulière, chaque semaine, il y a une dizaine de producteurs qui sont concernés. Et les 10 autres, voilà, c'est une fois de temps en temps pour les commandes spéciales. Et par contre, aux distributions, ils sont 2 à venir, donc à tour de rôle, pour distribuer les produits, pour justement pouvoir échanger avec les consommateurs. Voilà. Est-ce que vous savez à l'avance s'il y en a qui viennent pas? Parce que oui. Il y en a qui sont pas disponibles. Oui, ils nous informent. Après, ils s'arrangent entre eux justement pour concentrer les livraisons. Donc certes, il y a plusieurs qui viennent par exemple de la Bastide Clérance, donc entre eux ils disent cette semaine c'est moi qui récupère l'ensemble des produits qui viennent livrer, la semaine prochaine c'est toi, etc. Et effectivement, s'il y a un changement, ils nous informent. Et si vraiment il n'y a aucun producteur ou un seul producteur et qui du coup ne peut pas tout distribuer, c'est là où on fait appel aux adhérents pour prendre la casquette du producteur. On leur dit alors ça c'est tel pain, etc. ou tel fromage, et ensuite c'est lui qui distribue à la place du producteur. Et comment vous gérez les emballages de vos produits? Alors, là, l'idée, c'est de vraiment pousser le concept alternatif jusqu'au bout. C'est-à-dire que on tend vers le zéro déchet. Donc, tous les emballages des producteurs sont à ramener. Donc, ça va être, par exemple, les pots de yaourt en verre, les bouteilles de lait, les emballages, les boîtes d'œufs, les sacs en papier, tout est ramené, réutilisé, nettoyé par le producteur et voilà, recyclé. Donc, et puis les consommateurs ont pris l'habitude d'amener leurs sacs, leurs petites poches, et donc voilà, il y a quasiment 0 déchet. Bonjour, aujourd'hui Monsieur Guillaume Baruc, médecin et adjoint au maire à la ville de Biarritz, est interviewé par 4 élèves de première S à l'Argenté. Aujourd'hui, il parlera du développement durable et de son engagement à la ville de Biarritz. Nous remercions Monsieur Guillaume Baruc pour sa participation dans notre projet d'après-demain. Moi je suis Guillaume Baruc, je suis médecin de métier et je suis adjoint au maire à l'environnement, à la ville de Biarritz. Alors moi ce qui m'a donné envie de m'engager à la base, c'est ça, c'est ce magnifique plan d'eau qu'est l'océan. Parce qu'en fait on a rencontré en 2013 des gros problèmes de pollution de l'eau et en tant que surfeur j'ai été impacté forcément par des fermetures de plages et j'ai voulu m'engager déjà pour changer les choses et pour faire en sorte que on règle ou qu'on commence à régler ce problème des pollutions récurrentes qu'on a sur la côte basque. Alors, pour donner un nouveau souffle à la ville de Biarritz et aux villes en France en général, il va falloir compter sur vous, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire qu'en politique on a un problème en France, c'est qu'on a surtout
des retraités qui s'occupent de la politique, alors que le monde de demain, c'est nous qui allons le créer. C'est nous, c'est vous. Hein. Moi, j'ai la quarantaine déjà, je ne me considère plus comme un très jeune, on va dire, mais il n'empêche que j'ai déjà des enfants et que je vois que ces enfants sont concernés. Mais d'ailleurs, il y a eu une manifestation de lycéens sur justement le climat il y a 15 jours. Et c'est bien, mais pour aller plus loin, il faut que plus de jeunes s'engagent. Et à partir de 18 ans, on peut être sur une liste électorale, on peut porter des projets citoyens. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que faire de la politique, c'est pas forcément prendre sa carte dans un parti, c'est porter des projets que tout le monde peut partager. Vous pouvez demain avoir un projet pour l'environnement et tous les citoyens d'une ville peuvent se mettre d'accord autour de ce projet. Qu'ils soient de droite, de gauche, du centre. On s'en fiche, dans une ville, c'est pas ça qui est important. Et moi, je crois fermement que pour changer le monde, c'est pas d'en haut que ça viendra, c'est pas forcément par les grandes puissances que ça viendra, c'est pas forcément par l'Europe, c'est par la plus petite cellule de notre démocratie qui est la ville. La ville, on a tous les leviers d'action dans une ville pour améliorer les conditions de vie des gens et leur environnement. Donc à partir du moment où on aura des villes exemplaires, et je crois que Biarritz et la Côte Basque, aussi bien qu'Anglette, que Bayonne, bien sûr, que voilà, je crois qu'on pourrait servir demain de modèle vertueux pour voilà, des villes et des territoires plus résilients et plus durables, justement pour assurer cette transition écologique dont on a besoin. Alors en fait, si on parle déjà de la pollution de l'océan, ma première priorité, ça a été d'améliorer la transparence de l'information. Avant, on ne savait pas quand l'eau était polluée. Maintenant, on a mis en place des outils qui permettent de savoir en temps réel la qualité de l'eau. J'ai notamment mis en place l'application Biarritz Infoplage, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui permet de savoir en temps réel et toute l'année quelle est la qualité de l'eau. Et si jamais il y a une pollution, vous êtes alerté en direct. Donc c'était très important déjà de dire aux gens quand est-ce que l'eau est propre, quand est-ce qu'elle est polluée. Ensuite, bien sûr, il faut agir à la source, c'est-à-dire à la pollution. Et les causes de pollution ici, c'est souvent un surplus d'eau usée qui se mélange avec les pluies. Donc on a agi là-dessus en améliorant le réseau d'assainissement et en créant ce qu'on appelle un grand bassin de stockage, un grand bassin de rétention, sous la nouvelle école des Thermes Salins, qui permet de retenir les eaux de pluie quand il y a des très forts orages et qui permet d'éviter justement ou de limiter en tout cas les déversements d'eau polluée. Voilà, donc à la base mon action c'est surtout s'occuper effectivement de la pollution des eaux de baignade, mais comme je suis adjoint à l'environnement c'est tout. C'est aussi l'air bien sûr, donc on s'intéresse aussi à la pollution de l'air, même si ici on est un peu préservé par l'air marin. On a de plus en plus de circulation automobile, donc la pollution de l'air c'est aussi un sujet. Donc on surveille ça et on essaie de mettre en place des actions pour la limiter, notamment en favorisant de plus en plus les mobilités alternatives à la voiture, ça c'est très important. On a eu une action très forte pour encourager la marche, le vélo, en développant notamment les voies cyclables. Donc il faut aller toujours plus loin, mais c'est important d'encourager les gens à avoir les bons comportements et à déjà moins utiliser la voiture. Alors la pagaie épuisette c'est un peu un gadget, mais j'ai eu une illumination un jour en faisant du paddle ici. Donc j'étais en train de ramer dans du plastique, vraiment dans une marée de plastique. J'avais du plastique tout autour du paddle et je me suis dit c'est quand même bête, t'as ta pagaie et tu peux rien ramasser parce que voilà, j'ai pas de sac, j'ai pas... Je me suis dit mais finalement ma pagaie pourrait aussi servir d'épuisette. Donc là j'ai eu l'illumination, je suis allé chercher une épuisette adaptée à Decathlon et j'ai changé le manche de ma pagaie par une épuisette. Ce qui fait que c'est une pagaie double manche. Donc d'un côté il y a la pale pour ramer, de l'autre il y a l'épuisette. J'ai ramassé des déchets qui étaient dans l'eau depuis peut-être des dizaines d'années avec cette pagaie épuisette et j'ai bien l'intention de développer ça cette année en créant un paddle spécifique pour ramasser les déchets avec sûrement une petite poubelle intégrée. L'arrivée d'une trambus 100% électrique est une bonne chose. Là aussi c'est un moyen de diminuer les déplacements en voiture sans polluer, donc c'est une excellente chose. Je pense que très vite, comme à Bordeaux, on constate qu'en une dizaine d'années, le tramway a complètement métamorphosé l'espace urbain et ça marche tellement bien que petit à petit, il faut créer de nouvelles lignes.
Donc moi je crois que, et j'espère que très vite le trambus sera dépassé par son succès et que très vite on envisagera des prolongements de ce trambus. Pour l'instant nous à Biarritz, il fera qu'arriver en centre-ville finalement. Moi j'espère que demain il desservira aussi la gare et l'aéroport pour qu'on puisse envisager de tout faire à Biarritz sans voiture. Alors, le G7, en fait, le président Emmanuel Macron a souhaité depuis le début que la thématique des océans soit au cœur de ce sommet. Donc, il y aura un sommet, un pré-sommet en fait. Avant le G7, on va avoir un sommet avec tous les acteurs de la protection de l'océan au niveau français, européen et même mondial, avec les ministres qui seront là, et on va voir ce que l'on peut faire pour accélérer la protection des océans et notamment lutter contre les pollutions émergentes comme la pollution plastique qui est un véritable fléau à l'échelon international. Et ça c'est vrai que la pollution plastique, on aura beau tout bien faire au Pays Basque, vous aurez toujours des déchets qui viendront des autres continents. On sait aujourd'hui malheureusement que on a 90% des déchets plastiques qui proviennent d'une dizaine de fleuves en Afrique et en Asie. Si on ne résout pas ce problème à l'échelon mondial, on gardera ce problème. Donc il faut à tout prix que les grands dirigeants de ce monde en prennent conscience et je l'espère, qu'on profite de ce sommet pour prendre des décisions fortes. Et on envisage, si les acteurs sont motivés, d'avoir une déclaration de Biarritz où on prendra des engagements très forts à l'échelon international pour la protection des océans. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Madame Lissalde de Canopia. Bonjour Madame Lissalde. Bonjour. Nous allons vous poser donc quelques questions sur Canopia et aussi Biltagarbi, le syndicat de Biltagarbi. Quelle est votre fonction à Canopia? Alors moi je suis chargée de mission économie circulaire et prévention des déchets au sein du syndicat Biltagarbi. Et Canopia est donc une des installations du syndicat. D'où viennent les déchets que vous recevez ici? Alors on reçoit les déchets des habitants on va dire essentiellement du Pays Basque, sachant que sur Canopia il y a donc deux installations majeures. Il y a un centre de tri des emballages ménagers et une unité de valorisation organique, on va dire plutôt de la poubelle qu'on appelle noire. Vous recevez en moyenne combien de tonnes de déchets par an? Alors par an, en ordures ménagères, on reçoit environ 67 500 tonnes et en collecte sélective, 19 500 tonnes. Quelles sont les étapes qu'un déchet subit? Alors sur la collecte sélective, donc le centre de tri des emballages ménagers, on reçoit donc la collecte sélective des habitants, donc tout ce qui est emballage recyclable, donc les bouteilles, les flacons de plastique, les cartonnettes, les boîtes de conserve, les canettes, le papier. Au centre de tri, ils sont triés. Alors d'une part, il y a un tri, on va dire, mécanique, et ensuite il y a un tri humain. Et on produit ce qu'on appelle des balles, qui ensuite vont partir, alors des balles par matériau, qui vont ensuite partir vers des filières de recyclage. Et alors par contre sur l'unité de valorisation organique, donc là on reçoit les ordures ménagères brutes qui vont être transformées à la fois en compost pour la partie fermentée cible, et par donc un procédé de méthanisation on va également produire de l'énergie, une partie qui va servir pour alimenter l'installation, une partie pour chauffer les bureaux du syndicat et une partie qui va être transformée en électricité qui sera revendue à EDF. Tous les déchets que vous recevez ne sont pas utilisables, donc qu'est-ce que vous faites avec? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des matières qui ne sont pas, on va dire, valorisables en état, donc ça fera partie des projets à venir. On en parle maintenant? Oui. Quels sont les projets et objectifs que Canopia a pour les prochaines 5 ans? Donc pour les prochaines années, il y a
pour le centre de tri des emballages ménagers, ce qu'on appelle le grand projet au niveau national de l'extension des consignes de tri, qui concerne principalement les déchets, les emballages en plastique. Donc aujourd'hui, sur le territoire, on ne recycle que les flacons et les bouteilles en plastique. Et donc le pari qui est fait, c'est de valoriser, recycler également tout ce qui est film en plastique, les pots de yaourt, les pots de crème fraîche, etc. Et du coup, le centre de tri de Canopia devra s'adapter à l'accueil de ces nouveaux flux. Donc ça veut dire accueil en termes de place et en termes de machines, donc avec des investissements assez lourds pour pouvoir reconnaître ces nouveaux plastiques. Et pour l'unité de valorisation organique, donc aujourd'hui on produit du compost à partir de la matière fermentescible qui est contenue dans les poubelles. Et à l'avenir, on voudrait également pouvoir transformer toute la matière autre, donc principalement en plastique, en ce qu'on appelle un matériau de substitution, un combustible de substitution, qui pourra servir pour l'industrie à la place de l'utilisation de pétrole ou de gaz naturel. Et finalement, est-ce que Canopia, ou dans ce cas plutôt Vita Garbi, a déjà été en collaboration avec d'autres entreprises ou associations? Oui, alors Vita Garbi de manière générale, oui. Et si alors le monde associatif, d'autres collectivités, les entreprises, et si on se centre principalement sur Canopia, on est à la fois intégré, on va dire, en aval, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des déchets autres que ceux qui sont produits par les ménages, donc des déchets d'entreprise. On peut accueillir des déchets, je ne sais pas, par exemple du Leclerc qui est à côté, etc. Ou des déchets recyclables du Leclerc également. Et après, en sortie, forcément, il nous faut des filières pour pouvoir utiliser les matériaux qu'on produit. Donc, il nous faut ensuite des entreprises ou des associations qui vont être capables de pouvoir utiliser cette matière-là pour l'utiliser dans leur processus de production à la place de matières naturelles, vierges. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés et nous donner votre temps. On vous souhaite une bonne journée, Madame Lizalde. Oui, merci, vous aussi. Donc je m'appelle Émilie Mendieta, je suis maman de 3 enfants, j'exerce la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, je suis productrice de plantes médicinales, et transformatrice, apiculteur, etc., etc. Et il y a 5 ans, on a monté une école alternative, donc ici au petit quartier dans lequel on est, en pleine nature, pour répondre à une envie de conscience et d'éveil de ma fille, surtout de ma grande. Moi, je faisais l'école à la maison avec mes enfants et ma fille avait 7 ans. Et à 7 ans, elle avait déjà fait une petite expérience dans une petite école de village à côté, une petite école de campagne, et elle est revenue de cette expérience de 1 semaine en me disant « Maman, la maîtresse est très gentille, mais elle n'est pas disponible. » Elle avait 6 ans à l'époque. Les enfants, ils sont sympas, mais ils ne sont pas libres. À ses 7 ans, elle me dit « Maman, j'ai envie d'aller à l'école. » Je lui dis « Il n'y a pas de souci, tu es à la petite école du village. Toi, tu sais qui tu es, il n'y a pas de problème. » Et puis elle me dit « Non, maman, je veux aller à une école où on est libre. » Je lui dis « Ah là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas autour. » Elle me dit « C'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne faut pas le créer. On n'a qu'à la faire. Je vais te la dessiner. » Et c'est là où elle m'a dessiné. Voilà, plus on rentre dans un engrenage où on ne leur fait pas confiance et on coupe la liberté, on coupe la créativité, on coupe la spontanéité. Quand on remet en marche cette roue dans laquelle nous, les adultes, on est là pour assurer un cadre de responsabilité, de sécurité, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est eux qui sont les acteurs. C'est eux qui sont garants aussi, tant que les adultes, de l'harmonie qu'il y a à l'intérieur. Et quand on leur redonne ces clés en main, on retrouve des êtres qui savent coopérer, s'entraider, partager, aimer apprendre, être en liberté d'être, pouvoir s'exprimer, savoir qui ils sont et vers là où ils veulent aller, et des tout petits. On entend par liberté, la liberté, c'est pas une école où on fait ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est qu'on réapprend aux enfants à fonctionner avec leurs propres objectifs, avec leurs propres envies, avec leurs propres centres d'intérêt.
Et nous, on titille derrière. L'adulte est là pour titiller les choses qu'il a moins envie de faire peut-être, ou qu'il aurait moins envie de découvrir, ou que ça ne l'intéresse pas pour le moment. Notre but, dans une école alternative, de toute façon, on doit conduire les enfants en fin de cycle, c'est-à-dire en CM2, ils doivent avoir le même niveau, je parle scolaire, que les autres dans une école classique. Au niveau d'une école alternative, la complexité, oui et non. Notre liberté, c'est de s'autofinancer. Donc on ne peut pas dépendre de fonds extérieurs. Si on avait des fonds extérieurs, alors du gouvernement il n'y en a pas, hein, mais si on avait des fonds extérieurs d'autres organisations, fondations, etc., le problème c'est qu'on ne peut pas dépendre, tu peux avoir un fonds une année et pas une autre année, on ne peut pas dépendre de ça pour pouvoir rémunérer nos enseignants. Donc nous, toute la structure est bénévole, elle est associative, sauf qu'après les enseignants, ils sont avec nos enfants, ils font un travail considérable, extraordinaire, ils sont rémunérés. Donc là, on est au même titre qu'une entreprise, on les rémunère, on a des charges patronales, salariales, etc. Donc ça, c'est vraiment le point compliqué. Plus après, on paye le loyer du lieu où on est, on paye les assurances, on paye tout ça. Donc c'est vrai que les écoles alternatives se convertissent souvent, c'est des écoles privées du coup, qui sont relativement onéreuses. Et même là-dedans, on a essayé de faire au maximum. Mais bon, c'est le prix de la liberté, pour nous, pour l'instant. Le truc, c'est que dans l'éducation nationale actuellement, on ne fait que des changements de forme. On ne fait pas des changements de fond. Nous, dans une école alternative, on pose la matière à des changements de fond. Après, la forme, je te dirais, elle se crée naturellement, elle se crée toute seule. Les pédagogies alternatives, c'est juste des outils. Ce qu'il faut, c'est changer le concept et la vision qu'on a de l'enfant et de la société. Donc je pense que c'est fondamental de changer le fond. Et on ne peut pas avoir un enseignant, parce que même s'ils sont passionnés, qu'il y a des enseignants du système de l'éducation nationale qui sont extraordinaires, il y en a quantité, mais on ne leur donne pas les moyens. On ne peut pas, avec des classes de 30, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir... Ils ne sont pas là on n'est pas là pour remplir leur tête. On est là pour créer les êtres, leur donner l'espace de créer les êtres qui vont composer ce monde de demain, dans lequel on a déjà les 2 pieds dedans. Pour moi, ce sont des pépinières de ressources pour demain, pour le futur, mais qui est déjà dans le présent, puisqu'on est quand même là, on est concret. Parce que les enfants qui sortent de ces écoles, et je parle des enfants qui suivent le cycle, le cycle d'une école alternative, ils sortent avec des outils qui sont extraordinaires. C'est la fameuse, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais si ça, c'est pas une preuve de ce qu'on veut voir dans le monde, ben en tout cas, nous, on passe à l'action et on fait notre part du travail. Voilà. Les objectifs de l'agenda 21, c'est de l'agenda 21 scolaire à l'Argentais. Il est double, je dirais. Il est d'une part d'essayer de contribuer à notre échelle, à l'échelle d'un établissement scolaire, de contribuer au défi qui est le nôtre, c'est-à-dire de permettre de pouvoir continuer de vivre sur cette planète. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut sembler extrêmement ambitieux, de se dire tiens, comment un établissement peut permettre ça, ou de se dire au contraire c'est alarmiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien, hein, l'enjeu il est là. C'est comment on va permettre on va se permettre de continuer à vivre sur cette planète, bien sûr sur une échelle, sur un temps long, mais on sait bien que si on ne change pas dès maintenant nos pratiques, nos habitudes, c'est continuer d'aller droit vers le mur. On a essayé et on continue d'essayer de promouvoir la pratique du vélo. Il y a quelques années à l'Argentais, il n'y avait pas un endroit pour pouvoir garer son vélo. Ça paraît aujourd'hui une évidence, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc on a permis au plus près de l'entrée de l'établissement à ceux qui souhaitent venir à vélo de pouvoir garer leur vélo. Aujourd'hui il y a une vingtaine de places pour cela. On fait également autour du vélo des opérations de sensibilisation. Donc, il y a un projet au niveau de l'ULIS, du collège par exemple, un projet qui
en termes de formation à l'usage du vélo. On a acheté des vélos pour les élèves de l'ULIS, donc on a une dizaine de vélos disponibles pour eux. Également au niveau des transports, ça a été la proposition d'un site internet de covoiturage, donc un système de géolocalisation des familles de l'Argentais qui permet aux familles, si elles le souhaitent, d'être en contact pour organiser du covoiturage. Parce que dans un agenda 21, il y a également toute une démarche sociétale, c'est-à-dire de solidarité notamment. Donc sur cela aussi, notamment avec la problématique des migrants, nous avons mis en place des actions d'accueil d'élèves, de soutien aux associations qui accueillent les familles, donc soit ici sur place à travers de l'hébergement ou bien par la participation à des collectifs qui s'occupent d'accueillir, de nourrir, de soigner des familles migrantes qui sont en situation précaire. Je suis aujourd'hui un peu fataliste ou négatif sur les changements opérés. Je me rends compte que ce n'est pas tout de proposer des actions si on n'arrive pas à faire changer les habitudes. Il y a une semaine, jour pour jour, des lycéens étaient dans la rue suite à l'appel de Greta Thunberg. Voilà, c'est quelque chose qui était enthousiasmant, qui était, je dirais, quelque chose qui nous a questionné, voilà, de dire waouh, les jeunes se prennent en main. C'était il y a une semaine. J'ai pas le sentiment que dans nos pratiques, il y a eu beaucoup de changements. Je suis sûr que si je vais à cette heure-ci sur le parking de l'Argentais, je verrai autant de scooters, voire plus, parce qu'il fait beau aujourd'hui, qu'il y a quelques temps. Et je ne verrai pas plus de vélos. Je ne suis pas sûr que ce matin, il y ait plus d'élèves qui aient pris le bus qu'il y a une semaine ou qu'il y a 15 jours. Alors, et que peut-être certains ont la possibilité de prendre un bus scolaire et viennent quand même ou en scooter ou en voiture individuelle. Donc je me dis, c'est pas tout de proposer des choses, c'est pas tout d'avoir des slogans, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite pour changer les pratiques. Actuellement, un Français consomme 30 kg de textiles par an. Il disait de façon très draconienne, je dirais, pour qu'on n'aille pas droit dans le mur, il faudrait passer de 30 à 1 kg de vêtements par an. Et là, les lycéens, qui quelques jours après allaient être dans la rue à manifester, ne voulaient pas l'entendre. Voilà. Je crois qu'on doit sortir d'un confort aussi, de se dire, de sortir de la tyrannie de la mode, de sortir de la tyrannie des marques, mais collectivement, parce que si c'est que certains qui le font, on ne va pas se sauver tout seul, quoi. Et je crois que là aussi il y a un enjeu pour nous, établissements scolaires. Je ne dirais pas que l'Argentais, je dirais que c'est toute l'école doit se questionner sur cela. Alors je pense que c'est un défi qui est possible. On a la chance d'être dans une région où l'agroalimentaire est de qualité et propose quand même une belle variété. Mais là aussi, ça voudra dire qu'on devra changer nos habitudes. Ça veut dire qu'il y a des produits qu'on ne consommera pas tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une alimentation qu'on veut avoir quasi similaire du 1er janvier au 31 décembre. Il faudra tout ce que l'on accepte, et je pense qu'on peut le faire, de ne pas manger de tomates en février, notamment, voilà, je prends un exemple un peu caricatural, ça veut dire, voilà, après il y aura bien sûr tout un travail à faire auprès bien sûr de la société de restauration, mais aussi auprès des producteurs locaux pour être partenaire de cela, mais je pense que c'est quelque chose vers quoi on peut vraiment tendre. Voilà. On a une société de restauration qui est sensible à ça, qui nous écoute par rapport à ça, qui a fait déjà de vraies démarches. Je pense que vous avez remarqué que dans les produits proposés, notamment je pense aux produits laitiers, le circuit court est en train de petit à petit être dans les propositions qui vous sont faites. Si vous allez regarder sur les menus sur Internet, les menus qui sont proposés, vous verrez aussi les fournisseurs que nous avons, et vous verrez que de plus en plus, ce sont des producteurs, que ce soit en viande, en poisson, en fruits et légumes, des producteurs de la région. Voilà. Il y a des logiques économiques qui sont là aussi, donc on ne peut pas non plus, tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais on entre vraiment dans cette démarche-là. Et moi, je me dis qu'à objectif 5-10 ans, on pourra arriver à une véritable restauration qui soit en total, quasiment en totale, on va dire, provenance de circuits courts ou quasi
quasi totalement de circuit. Donc aujourd'hui, ma question, elle est là. C'est, est-ce qu'on a vraiment envie de changer nos pratiques? Est-ce qu'on a vraiment envie de changer nos pratiques? J'en suis pas sûr. Je crois qu'on est dans un confort qu'on a du mal à questionner. Bonjour, je suis Édouard Dedrezy. Je développe un nouveau matériau, un matériau conçu intégralement à partir de l'écaille de poisson. Alors moi je m'appelle Jules Collin, j'ai 29 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai quitté Decathlon en 2018 et j'ai rejoint l'aventure Scale avec donc Édouard et Eric en début d'année 2019, à partir du mois de janvier 2019. Notre production, c'est de réaliser un matériau nouveau qui est conçu intégralement à partir d'un déchet de la pêche. Ce déchet, c'est l'écaille du poisson. Tout à fait au début de cette histoire, on a une phase de recherche. La première étape, ça a été de s'assurer que le gisement de l'écaille il est suffisant pour envisager de faire un matériau. Et finalement, dans la filière poisson, et en particulier sardines, il y en avait énormément. Donc il y a un gisement qu'on estime à 500 tonnes par an pour la sardine, et en France, à 25 000 tonnes pour la sardine, toujours pour l'Europe, et à plus de 20 000 tonnes par an pour le saumon, par exemple, en Europe. Voilà. Et si on prend l'ensemble des poissons dans le monde, on a un gisement, donc un stock potentiel d'écailles de l'ordre de 1 million de tonnes. Donc c'est assez important, et surtout c'est une ressource qui est donc abondante, qui est renouvelable, parce que c'est un stock qui se renouvelle tous les ans, et c'est une matière première qui n'est pas du tout valorisée aujourd'hui. Alors la scalite, effectivement, c'est le nom qu'on a donné à cette matière, parce que scale, ça veut dire écaille en anglais, et la scalite, donc c'est la contraction de scale et de lithos, de la pierre en grec, donc scalite. Il y a deux étapes. Il y a une étape où on transforme la matière première écaille en poudre, et ensuite une étape où on crée des plaques de matériaux avec un procédé de compression. Voilà. Voilà, donc en gros, on vient remplir ici une empreinte du moule avec de la matière. Cette matière-là, après le moule, on le met sur la presse. La presse, il y a une partie, en fait, ce qu'on appelle une partie mâle. Le moule représente la partie femelle. La partie mâle rentre dans la partie femelle et on vient compresser. Alors aujourd'hui, on monte à une pression, enfin une force de 20 tonnes, ce qui représente une pression d'à peu près 10 mégapascales. Et une fois qu'on a compressé, on n'a pas besoin de maintenir tout ça sous pression. On ouvre le moule. Et une fois qu'on ouvre le moule, nous, on le démonte, on sort la pièce et on la laisse sécher environ 24-48 heures. Alors, quand on récolte 100 kg d'écailles, on a 50 kg de matière. Il y a une perte d'environ 50%, entre 40 et 50%. Et cette perte, c'est surtout une masse de l'eau, en fait, qui est compris dans la matière première. Alors, potentiellement, les usages ils sont nombreux. Il y a une partie des usages qui vont permettre d'être un substitut au plastique. La réponse est sûre. Maintenant, il y a d'autres substituts potentiels, sûrement à trouver. C'est une solution parmi d'autres. Et ensuite, si on réfléchit au problème du plastique, il y a trois options. Soit on recycle plus. Aujourd'hui, on ne recycle peut-être pas encore suffisamment. Soit on en produit moins, mais on a du mal aujourd'hui à produire moins. Et soit on trouve des alternatives de ce genre-là. Voilà. Et après, dans les alternatives, il y a des bonnes idées et des moins bonnes idées. Ça dépend comment elles sont, avec quel alliage elles sont conçues. Et voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont menées en ce moment pour trouver des substitutions plastiques.
Ici, on est dans un endroit depuis quelques jours, c'est nouveau, qui abrite des entreprises de l'univers du bâtiment et en particulier dans la construction durable. C'est un endroit qui s'appelle Arkinova. Jonathan, pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise et votre rôle au sein de celle-ci? Alors, l'entreprise Somocap est une entreprise de plastique et caoutchouc qui a été créée il y a à peu près 30 ans. Et depuis un an, la section composite s'est montée à Bardos. Moi, je suis responsable de cette activité au sein de ce bâtiment et je développe toute l'activité composite de Somocap. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce projet, à savoir la conception de ski recyclable? Alors, nous sommes partis sur un projet de ski recyclable car nous sommes très proches des Pyrénées et dans une région qui est très verte. Nous avons voulu développer un produit qui soit le plus éco-conçu possible afin de rester dans le thème Pyrénées, écologique. Voilà. Quels sont les composants de ces skis et en quoi sont-ils recyclables? Alors, les skis sont composés d'une semelle en polyéthylène qui est indispensable à la glisse des skis. Ensuite, il y a de chaque côté du ski, il y a une carpe, qui est aussi indispensable pour le fonctionnement du ski, donc c'est ce qui permet l'accroche dans la neige. Nous avons un tissu de carbone qui donne de la rigidité à ce ski. Ensuite, nous avons de la fibre de lin qui amène le côté très vert et bien conçu du ski. Ensuite, une résine à base de thermoplastique donc qui garantit sa recyclabilité. Et un plaquage en bambou d'origine naturelle. Ça, c'est la résine que vous avez mélangée et que vous appliquez sur la fibre de lin. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est la résine recyclable que j'imprègne dans la fibre de lin. En quoi votre ski est différent d'un ski ordinaire? Alors, notre ski est différent par sa bioconception. On a cherché à utiliser les matériaux les plus verts possibles afin de créer un produit éco-responsable. Quel est le coût de production de ce type de produit? Alors, notre ski est actuellement en cours de recherche et développement. Donc, nous n'avons pas encore un coût bien établi à toute série. Mais pour le moment, on vise à peu près les 500-600 € de coût série. De quelle façon comptez-vous commercialiser vos skis? Alors, nous avons fait des skis conçus au Pays Basque.
Et nous souhaitons juste toucher la population locale et pas concurrencer les gros fabricants de ski. Donc nos clients seront des gens qui souhaitent acheter local, acheter français et sur des produits verts. Pouvons-nous dire que ce projet est en relation avec notre après-demain? Alors on peut dire qu'on est au début de l'après-demain car aujourd'hui les composites sont des produits très chimiques et très polluants. Donc nous tendons à chercher des solutions plus éco-responsables. Donc c'est un premier pas vers l'après-demain. Je m'appelle Sylvain Le Hosquin. Je suis donc administrateur de l'association Coworking Pays Basque depuis 5 ans maintenant. Donc j'ai rejoint l'association en 2014 alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle a été créée en 2012. À l'époque, on a démarré l'activité du côté du Technopole d'Issarbel. Et progressivement, année après année, en grandissant, on est arrivé ici dans le quartier de la Négresse, dans des locaux qui représentent maintenant à peu près 500 mètres carrés et qui accueillent environ une quarantaine de coworkers chaque jour. Alors, Coworking Pays Basque, c'est une association et ça a pour objectif de travailler autrement et de permettre à toute personne qui souhaite développer un projet, qui souhaite entreprendre en indépendant ou en étant salarié, télétravailleur, ou même pourquoi pas retraité ou encore étudiant. On accueille des gens vraiment de tout type et de toutes conditions et qui donc ont en commun de pouvoir travailler ensemble. Coworking, travailler ensemble. Un amène au coworking un peu de son activité, un peu de son humeur et aussi beaucoup de son talent pour mettre en commun et faire en sorte que ça marche tous les jours. Donc le coworking s'inscrit en fait dans une démarche qui est à la fois une démarche visionnaire de la région Aquitaine d'abord, puis maintenant Nouvelle-Aquitaine, qui vise à promouvoir et développer et soutenir la création de tiers-lieux sur tout le territoire régional. Le tiers-lieu, c'est une autre façon, pour faire vite, de parler de coworking. Et donc on s'inscrit là dans quelque chose qui est clairement novateur, dans une région qui n'est pas forcément une région qui a un gros passé industriel, et qui permet donc, avec ce maillage du territoire, d'avoir des tiers-lieux, des coworking un peu partout, et donc de favoriser l'entrepreneuriat, être quelque chose qui est d'abord extrêmement sobre au niveau ressources financières, ressources à tout point de vue. On essaye au maximum de trier nos déchets, d'aller vers une démarche. On a construit une cuisine pour éviter que les gens aillent acheter des aliments sous blister ou sous emballage. Donc on réduit considérablement les déchets comme ça, par exemple. On fait travailler aussi des entreprises de la région et locales pour l'entretien des espaces verts, pour tout le fonctionnement dont on a besoin ici. Et troisième point, et peut-être le plus important, c'est que on est la preuve aujourd'hui incarnée depuis maintenant 7 ans qu'il est possible de faire fonctionner une activité économique avec ce qu'on appelle une gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un actionnaire, il y a une assemblée de coworkers qui prennent leurs décisions ensemble. Et ça, pour moi, c'est résolument porteur d'espoir pour les années à venir. Merci. Depuis le début, dans l'ADN de l'association, il y a cette envie de faire à la fois quelque chose qui est très stable et très pérenne et assez rassurant pour les personnes nouvelles qui arrivent, et en même temps quelque chose qui est assez frais, ludique et léger pour garder cet esprit un peu novateur, cet esprit d'innovation. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler ici? Tout. Ça a tout changé, c'est-à-dire ça permet à la fois d'être en relation avec des personnes qui sont très chouettes. Nous partageons ici, au-delà des mètres carrés, on partage une charte et une raison d'être très particulière qui nous amène à faire attention à la manière dont on se parle, être dans le respect les uns des autres, être dans la bienveillance. On est donc dans un état d'esprit qui est favorable à ce qu'on appelle la créativité.
Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai beau être consultant, la personne qui est ici dans l'espace peut être graphiste, une autre architecte, un troisième photographe, un quatrième paysagiste. Finalement, a priori, rien de commun, et en fait, on peut tous s'apporter les uns les autres. On peut tous amener aussi à se faire travailler les uns les autres. Et le fait d'avoir un regard qui va être porté par quelqu'un qui a un autre métier, voilà, c'est forcément différent et c'est forcément riche. Il y a pas mal de temps communs qui sont proposés, notamment le midi, autour de l'espace commun pour déjeuner. Beaucoup de coworkers déjeunent ensemble. Eh ben, viens essayer. Ouais, viens essayer. En fait, on propose une journée d'essai gratuite. Donc le mieux, c'est venez voir et vous ferez votre opinion. Et beaucoup ne sont pas repartis. Merci beaucoup. Merci à vous.